Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Les titres à l'Assemblée nationale, la première session ordinaire démarrée depuis 3 mois après fin ce lundi. La session de clôture a permis aux députés de faire le point des activités menées au cours de cette période. Le président nigérien appelle à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest pour lutter contre le terrorisme. Déclaration faite à l'ouverture du sommet du Conseil de l'entente toujours sur le continent en Libye. L'autorité centrale se renforce de plus en plus. Le gouvernement d'union nationale s'est installé ce lundi dans les locaux officiels dans le centre de la capitale à Tripoli. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous. Les détails dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. La clôture de la première session ordinaire des députés au palais des gouverneurs, la cérémonie s'est tenue hier lundi 11 juillet. À cette séance, le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rouneté, a fait le point des activités menées au cours des différentes plénières. Les détails avec Amendidi Ompenoumdi et Romaric Depochi. À l'ouverture de la plénière, il a été vérifié le quorum et procédé à la lecture des communications parvenues au bureau de l'institution parlementaire. C'est après tout cela et le débat sur la situation survenue entre éleveurs peuls et paysans dans la localité de Guéné à Malanville qui a fait environ 17 morts, situation qui a motivé le gouvernement pour qu'il s'excuse jeudi dernier auprès des députés pour faire reporter la séance plénière sur les questions au gouvernement. 1 minute de silence a été observée par les députés à la mémoire des victimes de Guéné. Sur la clôture proprement dite de la session ordinaire, le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rouneté, a fait le point des activités liées aux travaux législatifs, puis en second lieu des activités diverses. Pour le compte des activités législatives, il y a eu le contrôle de l'action gouvernementale, puis le vote des lois. Le vice-président de l'Assemblée nationale. Le 26 avril 2016, nous avons examiné 4 autorisations de ratification et d'adhésion qui ont été adoptées. Il s'agit de la loi 2016-2 portant autorisation de ratification du traité sur le commerce des armes, adopté à New York le 28 mars 2013. La loi 2016-03 portant autorisation de ratification de 6 traités, conventions et protocoles de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la loi 2016-04 portant autorisation d'adhésion à 2 conventions de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la loi 2016-05 portant autorisation de ratification à la convention de Minamata sur le mercure adoptée et signée à Kumamoto au Japon le 10 octobre 2013. Les autres activités concernent les différentes élections survenues lors de cette session ordinaire. Le vice-président de l'Assemblée nationale a remercié les uns et les autres pour le travail abattu tout au long de ces 3 mois. Je voudrais féliciter les différentes commissions ainsi que les membres des bureaux, particulièrement les membres des bureaux, qui ont œuvré pour l'aboutissement de ces résultats. L'ensemble des députés pour le travail abattu. Féliciter et remercier le gouvernement aussi pour sa participation. Chers collègues, nous allons devoir prendre congé de nous-mêmes. Malheureusement, comme vous le savez, nous ne pouvons pas aller en vacances. Nous avons convenu de commencer une session extraordinaire dès jeudi prochain. Quelques jours de vacances aux députés, mais ils devront se retrouver jeudi prochain pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Après la clôture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a duré 3 mois, quelques députés ont apprécié le déroulement des travaux pendant cette période. Ils sont au micro de Amendidi Ompenoumdi et de Romaric Depochi. La présente session qui vient de prendre fin a été vraiment laborieuse et a été très productive à mon avis. L'économie de notre pays est basée sur l'agriculture. On a voté la loi concernant la mise en place des chambres d'agriculture. On a fait du beau travail, sauf quelques fois où le gouvernement a été empêché, n'est pas là, mais on s'est compris. Nous sommes fiers aussi
des questions d'actualité. Les lois qui n'ont pas pu être votées, nous les avons envoyées en atelier. La 7e législature n'a pas de repos, comme les autres législatures, bien sûr. Avec les différentes lois qui ont été étudiées ici, adopter les différentes actions du contrôle de l'action gouvernementale, moi je crois que l'essentiel est fait et j'en suis satisfait. Et je dirais aussi ce qui est important, c'est toutes les lois qui ont été votées en faveur de la population. L'alternance à la tête de notre pays n'a pas influencé sur le rapport de fonctionnement de l'Assemblée. Ça, c'est ma première satisfaction. La cohésion qui existait avant l'élection du nouveau président, cette cohésion-là a continué au niveau de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une fierté. Une fierté parce que ça veut dire que la démocratie béninoise est au top niveau. C'est un grand pas. Par rapport à l'action, au contrôle de l'action du gouvernement, je crois que notre session là a pris un coup parce que, il faut comprendre, c'est humain. Le nouveau pouvoir qui est installé, il faut qu'on leur donne un temps de grâce pour qu'ils puissent prendre les dossiers en main. Et le fait qu'on doit leur donner un temps de grâce, on ne peut pas aller dans l'action de contrôle du gouvernement comme cela se doit. J'ai fait une participation de qualité parce que pour la plupart, mes propositions ont souvent été prises en compte. Et pendant le collectif budgétaire, je crois que j'ai attiré l'attention des membres du gouvernement sur certains aspects, certains faits. Et dans les réponses, tous les députés ont apprécié parce que même dans les réponses, les représentants du gouvernement ont quand même approuvé mes différentes propositions et mes différentes contributions. Les travaux en commission comme en plénière, le gouvernement a représenté. Ça dénote, n'est-ce pas, l'importance et le respect que le gouvernement actuel observe vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'institution parlementaire de notre pays. Le gouvernement a souvent quand même bien participé. Et lorsque nous leur faisons des reproches, ils n'ont pas de difficulté à reconnaître, par exemple, les reproches et à approuver ou bien accepter même les propositions que nous faisons. La seule chose que je peux demander, c'est qu'on améliore tous, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement, qu'on améliore les choses afin que ça aille plus mieux. Niamey, la capitale nigérienne, a abrité lundi la 3e conférence du sommet du Conseil de l'Entente. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement a connu la présence des présidents de la République du Bénin, Patrice Talon, du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, et d'un président invité en la personne du Malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Le Conseil de l'Entente est une ancienne organisation sous-régionale créée depuis 1959, suivant à présent la substance des travaux livrés par le ministre des Affaires étrangères. La première chose à retenir, c'est que nous allons vers un élargissement possible du Conseil de l'Entente, puisque le président malien a indiqué que probablement au cours de la prochaine session, il ne viendra plus en invité, mais peut-être comme un frère, un participant, mais cela dépend de plusieurs arrangements à l'intérieur de ce pays. Cela dit, cette conférence a permis aux chefs d'État et de gouvernement de se rendre compte de l'évolution qu'a connue l'organisation sous-régionale que constitue le Conseil de l'Entente, la plus vieille, et qui a eu comme mandat il y a quelques mois de redynamiser son action, de mettre en place une nouvelle gouvernance. Le président Issifou, qui nous a très très bien reçus, a conduit cet exercice pendant 2 ans et le sommet l'a félicité et l'a remercié pour la manière dont son mandat s'est déroulé. Et ce sommet a désigné le président togolais, le président Faure Gnassingbé, comme un nouveau président d'exercice pour une durée de 2 ans. Le sommet a également, s'agissant des questions donc, de responsabilité, reconduit M. Patrice Kwame, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans et a approuvé la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif adjoint, un compatriote du président sortant, un Nigérien, puis ce poste revient au Niger. En plus de cela, le Conseil a pris connaissance des efforts qui ont été faits pour assainir la situation financière. Et la situation financière de cette organisation
n'est pas des plus catastrophiques. Au plan des questions pratiques et de substance, j'allais dire, le Conseil a retenu les indicateurs qu'il faut pour mesurer la progression en matière de bonne gouvernance des États membres. Ils ont retenu plusieurs indices pour mesurer la gouvernance politique et la gouvernance économique, à savoir l'indice de Mo Ibrahim que vous connaissez. Ils ont retenu également l'indice de Doing Business et aussi ils ont décidé d'intégrer le rapport sur le développement humain que le PNUD publie chaque année comme un des éléments qui leur permettrait de connaître de l'évolution et de la santé des divers États membres. Un autre élément très important, c'est que le Conseil de l'Entente va se lancer dans un programme de promotion immobilière, c'est-à-dire que le siège du Conseil de l'Entente sera transformé et va abriter désormais un immeuble de plusieurs étages qui permettra non seulement d'abriter les bureaux, mais aussi de générer des ressources qui vont permettre à l'institution de fonctionner de manière autonome et sans trop peser sur les finances des États. Et puis à l'ouverture des travaux de ce sommet du Conseil de l'Entente à Niamey, le président du Niger a lancé un message vibrant pour la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Mohamedou Issoufou a appelé lundi à Niamey à la création d'une force multinationale mixte d'Afrique de l'Ouest, une lutte contre le terrorisme sur le modèle de celle opérant dans la région du lac Tchad. Antoinette Sabo pour les détails. Renforcer le mandat et l'effectif de la MINUSMA, force de l'ONU au Mali, c'est le message délivré par le président nigérien Mahamadou Issoufou à l'entame de la 3e conférence au sommet des présidents du Conseil de l'Entente. Ce conseil est créé en 1959 et a pour objectif d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres. Les attentats survenus à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, zone considérée comme étant très éloignée des théâtres d'opération, démontre à l'évidence que le champ d'action du terrorisme n'a pas de limite. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Dans ce sens, nous devons œuvrer pour le renforcement du mandat et des effectifs de la MINUSMA en vue de mener des offensives contre les forces terroristes de tout genre opérant au Nord Mali. Pour lutter efficacement contre les attaques djihadistes, des propositions existent, a déclaré le président nigérien. À défaut, pour combattre efficacement le terrorisme dans ce pays frère, nous devons mettre en place une force mixte multinationale sur le modèle de celle qui opère dans le bassin du lac Tchad. Je me réjouis de ce que cette dernière, désormais opérationnelle, mène depuis quelques semaines des opérations efficaces contre la secte Boko Haram. Par ailleurs, nous devons encourager le processus de réconciliation nationale en Libye à travers la formation et la mise en place d'un gouvernement fort et crédible pour faire face aux forces terroristes et restaurer l'autorité de l'État libyen. On prépare ce sommet du Conseil de l'Entente les présidents Patrice Talon du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ainsi que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en tant qu'observateur. L'actualité africaine toujours, 5 ans après le retour de la paix en Côte d'Ivoire, 11 000 réfugiés ivoiriens vivant au Ghana sont toujours effrayés de rentrer chez eux malgré l'économie florissante du premier producteur de cacao au monde. Une réunion tripartite organisée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ce mardi à Abidjan pour préparer le retour des derniers réfugiés ivoiriens qui ont fui le pays à la suite des violences post-électorales de 2010-2011, suivant les réactions de certains réfugiés et de quelques responsables du HCR. Je suis de l'Ouest. Et ceux qui sont visés aujourd'hui, c'est les gens de l'Ouest. Je n'ai plus de village, ni de campement. Tous les rebelles ont occupé nos secteurs chez nous. On ne peut pas rentrer, aller à Abidjan, on ne peut pas entreprendre quelque chose à Abidjan. Tu peux pas, même au marché, les rebelles sont dans les marchés. Donc là, moi rentrer, ce n'est pas maintenant. Tant que le régime de Ouattara en place, je suis toujours en exil.
Aller en Côte d'Ivoire, c'est aller mourir. Il vaut mieux rester ici et puis attendre le jour de ma mort réelle que d'aller me faire tuer par les rebelles en Côte d'Ivoire. Je préfère rester ici. Le rapatriement du HCR est volontaire. Chaque individu évalue la situation et en fonction de cela, ils prennent la décision de rentrer. Notre rôle est de faciliter ça pour s'assurer que nous avons des informations de sources diverses des pays ciblés, afin qu'ils puissent prendre une décision. Nous faisons tout ce que nous pouvons en termes de relayer les inquiétudes des réfugiés au gouvernement ivoirien et inversement, afin de s'assurer que tout le monde se comprend et qu'on puisse travailler et avancer, même si de nombreux réfugiés ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne pensent pas que les conditions sont réunies. Personne ne veut être un réfugié toute sa vie, mais on espère que via cette commission de rapatriement, via un arrangement tripartite, nous pourrons avoir de réelles solutions, de bonnes solutions et créer les conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Il y a quelques mois, Kayla, jeune slameuse malgache, a fait le buzz sur Internet avec son clip Madagascar, une chanson engagée, très critique envers le gouvernement. Au-delà des tests Kayla met aussi des mots au service des autres avec la slamothérapie ou thérapie par le slam. Depuis 2 ans, elle aide des dizaines de mamans précoces à s'exprimer à travers le slam. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kayla. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me piétiner, que tu vas me tabasser. Kayla a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Quand il a appris elle est tombée que enceinte j'étais à 16 ans. enceinte, Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce Il ne reste seule que ma avec sa fille et fille de moi. 4 mois. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de devoir trouver de l'argent alors que je suis encore en formation. À Madagascar, une adolescente sur 3 est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte, toi ou moi? Je transpire comme de l'huile. Pour Kayla, la slamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution par exemple, en disant ouais voilà mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi, je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force au fait de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force. À travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Libye, après avoir passé plus de 100 jours sur la base navale à Tripoli, le gouvernement d'Union nationale s'est installé ce lundi dans les locaux officiels dans le centre de la capitale. Un geste perçu comme un pas supplémentaire pour asseoir son autorité. L'initiative la plus notable du GNA a été le lancement en mai d'une opération militaire visant à reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Site, située à 450 km à l'est de la capitale. On écoute le vice-premier ministre du gouvernement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons pris possession du siège de la présidence du gouvernement, après plus de 100 jours passés sur la base navale pour diverses raisons. Aujourd'hui, le gouvernement d'Union nationale va pouvoir s'atteler à son travail depuis ses locaux
qui sont bien connus puisque plusieurs gouvernements l'ont déjà utilisé. Ce sont les besoins officiels du gouvernement. Le président sud-africain Jacob Zuma effectue une visite d'État en France au cours de laquelle il a été reçu à l'Élysée hier par François Hollande. Une visite qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays et qui fait suite à celle du président français en Afrique du Sud en octobre 2013. Le président sud-africain présidera également ce 12 juillet à la commémoration du 100e anniversaire de la bataille du Bois d'Elleville dans la Somme, avant de prendre congé de son homologue français François Hollande. Suivez plutôt. J'ai été parfaitement clair. Il n'y aura aucune conséquence du Brexit sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. J'allais dire presque au contraire, nous allons renforcer encore nos relations commerciales de manière à ce que l'Afrique du Sud puisse être un partenaire pour l'Europe dans le cadre aussi d'organisations régionales comme la SADC. Le président Zuma se rendra dans la Somme pour commémorer le centenaire de la bataille du Bois d'Elleville qui a vu dans cette bataille tomber de nombreux Sud-Africains. Et c'était à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Et la France n'oubliera jamais le courage et le sacrifice de ces soldats sud-africains. Il était très important qu'à l'occasion du centenaire de la bataille du Bois d'Elleville, il puisse y avoir un mémorial qui puisse rappeler cette histoire, ce sacrifice et ce lien qui unit l'Afrique du Sud et la France. Merci, Président. We agreed that the so-called Brexit holds implications way beyond the borders of the UK. Nous sommes d'accord sur le fait que ce qu'on appelle le Brexit a des implications qui dépassent largement les frontières du Royaume-Uni et des membres de l'Union européenne. Nous nous sommes engagés à renforcer notre coopération au niveau régional et mondial pour les questions de paix, de sécurité et les problèmes de gouvernance mondiale. La commémoration de la bataille du Bois d'Elleville a une importance significative pour nous. Nous allons profiter de cette occasion pour corriger une des grandes injustices du passé dans notre pays. Le mémorial sud-africain de la bataille du Bois d'Elleville a été transformé afin d'assurer que le rôle historique joué par les Noirs d'Afrique du Sud durant les Première et Deuxième Guerres mondiales obtienne la nécessaire reconnaissance au même titre que celle accordée aux Blancs d'Afrique du Sud. South Africans in the First and Second World Wars is accorded the necessary recognition as that given to white South Africans. On reste en France, dans les forêts des Vosges du nord du pays. Le 2e régiment de Hussards s'entraîne. Cette brigade de renseignement de l'armée de terre s'aguerrit en vue d'un déploiement dans le désert du Sahel pour l'opération Barkhane. Mais avant cela, ils défileront le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Reportage. En se promenant dans les bois des Vosges du Nord, personne ne pourrait se douter d'une présence humaine ici. Et pourtant... Ils sont 3, sous terre, depuis 5 jours, à guetter le moindre mouvement. Ce sont les observateurs du 2e régiment de hussards. Leur spécialité, le renseignement, leur arme, la furtivité. Il a fallu creuser de la profondeur nécessaire pour pouvoir être enterré. Et en plus de ça, couper tous les rondins de bois nécessaires et avoir une toiture suffisamment solide pour nous abriter en dessous. Et pour que si un véhicule devait passer par-dessus, nous ne soyons pas écrasés. Ils travaillent par patrouille d'observateurs qui surveillent une cible et ses mouvements 24 heures sur 24. Ils envoient alors ces informations à une 2e cellule via des ondes HF. Et là encore, à part ce fil d'antenne, nulle trace visible des 2 véhicules et des 3 hommes qui se camouflent ici. C'est la cellule transmission. Nous, on réceptionne le message, on regarde tout ce qu'ils ont noté et en fait on corrige ce qu'il peut y avoir, on demande des précisions éventuellement si on trouve que c'est pas correct. Et une fois que ça c'est bon, nous on envoie à l'état-major qui lui comme ça a le message complet. Ces entraînements intensifs ont pour but de les préparer aux conditions extrêmes qu'ils auront à affronter dans le désert malien où la spécificité de ce régiment est capitale pour toutes les opérations. Le théâtre Barkhane se caractérise par sa grande étendue.
et par la mobilité, la furtivité de l'adversaire. Donc on est vraiment typiquement dans un cas où la recherche de renseignements est indispensable. Dans la nuit noire, la formation se poursuit dans les forêts vosgiennes. Mais avant d'être déployés dans le Sahel, il faudra encore à ces hommes un long travail d'étude du terrain, tant géographique que géopolitique, une connaissance constituée au fil des missions du 2e régiment de hussards. C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur Eden TV.